cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes ensemble durant toutes ces 2 heures sur Sud Radio et je dis particulièrement bonjour à toutes les personnes, tous les auditeurs qui sont addicts de cette émission. Voilà. En tout cas, c'est avec Laurent Carilla qu'on va parler des addictions aujourd'hui. Et il me semble que quelques siècles plus tôt, il y avait moins de gens atteints par ces addictions. Sans doute que l'addiction est le mal du 21e siècle. Addiction aux réseaux sociaux, addiction aux jeux vidéo ou encore aux sites pornographiques et bien sûr addiction aux drogues en tout genre. Alors certes, bien sûr, l'alcoolisme faisait déjà des ravages, mais sans doute que la vie quotidienne laissait peu de temps aux addictions auparavant. Je vous propose donc avec Laurent Carilla qu'on essaye de mieux comprendre pourquoi de plus en plus de gens, hommes et femmes confondus, tombent dans des addictions en tout genre. Nous verrons aussi quels sont les premiers symptômes qui laissent à penser que peut-être votre partenaire ou l'un de vos proches est en train de se laisser avoir par une saloperie d'addiction. Et puis, si vous avez envie de témoigner, de poser vos questions à Laurent Carilla, eh bien, je vous invite à nous rejoindre tout de suite. Et vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, vous êtes spécialisé dans l'addiction. Vous êtes sans doute un des premiers à avoir travaillé sur les addictions. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, notamment 25 idées reçues sur les addictions aux éditions Les Cavaliers Bleus. On n'a qu'une vie. Enfin, celui-là, c'était un petit peu autre chose. Ouais. Et puis vous avez lancé un podcast, Addiction. Avec un K. Avec un K. Ça m'étonne pas de vous, puisque vous appelez Carilla avec un K. Je suis un K aussi. Et vous êtes un K, oui, ça c'est vrai. Et donc, je vous propose déjà, pour commencer comme ça, pour qu'on connaisse un petit peu le ton de ce podcast, qu'on en écoute un petit extrait. Bonjour, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la cocaïne, le jeu, les tranquillisants, les opioïdes ou encore le sport. Comment un produit ou un comportement qui est censé au départ vous faire plaisir ou vous soigner peut devenir une dépendance, une spirale infernale. C'est quoi exactement une addiction? Comment elle s'installe dans notre cerveau et dans notre corps? À quel moment on devient addict? Et comment on peut réussir à s'en sortir? Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction. Et pour cette 2e saison, ce sont des personnalités qui ont accepté de se livrer. Addicts ou anciens addicts, ils et elles vont nous raconter ce plaisir qui devient souffrance, ce déni, cette honte, cette perte de contrôle et de liberté, mais aussi les risques pour leur santé. Bienvenue dans la saison 2 de Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Voilà, ça s'appelle donc Addiction et on retrouve ça sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. On écoutera justement un peu Thierry Ardisson dans la 2e heure, un petit extrait de ce podcast. Et puis on change d'heure aussi à la fin de la semaine. C'est vrai. Et donc nous, on a décidé de fêter ça, si je puis dire, bien que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce changement d'heure. Bref, en tout cas, on va vous offrir à cette occasion une montre Ice Watch, une Ice Solar Power, c'est-à-dire qu'elle se recharge grâce à l'énergie solaire. Et c'est évidemment pour vous remercier de participer à Sud Radio. Voilà, il y aura également une montre à gagner sur Instagram, sur la page Facebook. Bref, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie de gagner cette montre, de nous appeler et de poser vos questions à Laurent Carilla. Alors justement, en préparant l'émission, je me suis dit c'est quand même intéressant de constater que on parlait pas beaucoup des addictions au siècle dernier. Les gens, à part peut-être l'alcoolisme, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de site pornographique. Oui, il y avait le tabac quand même, Brigitte. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le cannabis aussi. C'est ancestral le cannabis. Déjà, oui. Ouais. Mais c'est vrai que là c'est surreprésenté parce que notre société est speed, ça parle dans tous les sens, on demande aux gens d'être performants, tout est disponible tout de suite, Internet a accéléré les choses, même si Internet c'est quelque chose de bien, mais c'est vrai que c'est la science de l'addictologie, elle naît vraiment dans les années 90. On se dit, voilà, il y a une discipline médicale qui va aider ces gens-là, quoi. J'ai l'impression aussi que les jeunes sont de plus en plus atteints et sont de plus en plus en danger, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, non, c'était moins le cas avant. Un gamin de 15 ans avant, il n'avait pas de smartphone, enfin... Oui, c'est vrai, ça évolue avec le temps en fait. C'est que, encore une fois, Internet a tout révélé, il y a les réseaux sociaux, il y a
on dit tout et n'importe quoi, on peut tout commander sur les réseaux sociaux, on peut être au courant de tout ce qui se passe, on peut être au courant de toutes les drogues, on peut être au courant de tout en fait. Et il y a des produits qui sont beaucoup plus disponibles qu'avant. C'est vrai que le cannabis c'est un vrai problème chez les adolescents, mais il y a d'autres produits comme le protoxyde d'azote, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées avec des nouveaux phénomènes comme le binge drinking, boire beaucoup très vite en très peu de temps. Donc oui, c'est vrai, il y a plein de choses. Et puis la pornographie. La pornographie, mais elle existe depuis toujours. Certes, mais enfin dans les années 80, il fallait aller dans un vidéoclub. C'était quand même pas très simple de regarder 3 heures de porno, alors qu'aujourd'hui c'est très simple. Là c'est complètement open, complètement ouvert avec Internet. Donc on stream et on voit tout ce qui... Et il y a très très peu de contrôle finalement. Alors ce que vous répétez souvent, c'est que l'addiction ça fait souffrir. Donc avoir une passion... Même pour la pornographie, pourquoi pas, si ça ne nous fait pas souffrir et qu'on n'est pas obligé de regarder, on n'est pas dans l'addiction, c'est bien ça. Oui, l'addiction c'est une maladie, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui dure dans le temps, comme un diabète, comme un cancer, quoi. Et donc, et qui s'aggrave, j'imagine. Ça peut s'aggraver, il peut y avoir des rechutes comme dans ces maladies-là. Et justement, l'addict à une substance ou l'addict à un comportement, il va utiliser la substance ou le comportement pas pour se faire plaisir, mais pour ne pas souffrir. On parle de plus en plus des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler d'addiction aux réseaux sociaux et ça se manifeste comment ? Je crois que on peut parler de comportement addictif autour des réseaux sociaux et ça se manifeste exactement comme une addiction aux jeux de hasard et d'argent, par exemple au paris sportif ou au poker en ligne, etc. C'est-à-dire que on va utiliser les réseaux sociaux non plus pour du plaisir, mais parce qu'on souffre. Donc beaucoup de temps passé, on souffre, ça nous fait mal de voir ce que les autres font, on peut écrire tout et n'importe quoi, on peut se retrouver cyberharcelé et il y a plein de conséquences. Oui, et puis on est obligé tout le temps d'y aller, quoi. Il n'y a plus la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. Exactement, et vous le dites bien, Birgit, l'addiction c'est la perte de la liberté de s'abstenir de toute façon. Et puis, est-ce qu'on peut parler d'addict à son téléphone ? Moi j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ça veut rien dire en fait addict à son smartphone parce qu'on a tendance à mettre le mot addict à toutes les sauces comme vous le savez. C'est vrai. Je suis addict. Moi je suis addict à vous par exemple, Brigitte. Mais je vous en prie. Mais ça me fait pas souffrir. Donc il y en a qui disent je suis addict au sushi, l'autre il va vous dire je suis addict, je sais pas, aux pizzas, au chocolat, etc., etc. Mais l'addiction au smartphone, le smartphone en fait c'est un doudou, c'est un outil intermédiaire en fait. C'est-à-dire que de toute façon on l'utilise tout le temps. On a tout. C'est notre clé USB. Bien sûr, on a tout dessus. Donc les gens vont être addicts à ce que véhicule le smartphone. Donc des réseaux sociaux, du porno, des jeux de hasard et d'argent, des jeux vidéo, etc. Mais on n'est pas addict à son téléphone. Non, c'est une dépendance technologique plutôt. Sauf que j'ai vu hier soir quelqu'un avec qui je devais aller dîner qui tout d'un coup ne trouvait plus son téléphone. Ah ça c'est de la nomophobie. Et alors là franchement j'ai cru que j'allais m'énerver. Il faisait une attaque de panique. Une attaque de panique. Non mais c'est assez impressionnant quand même. Ça s'appelle la nomophobie en fait. C'est la contraction de no mobile phobia. Et en fait, c'est justement cette idée de dépendance technologique. Et en fait, c'est des symptômes anxieux. C'est-à-dire qu'il y en a qui font comme des crises d'angoisse d'être séparés de leur maman, quoi. Oui, parce que bon, alors certes, c'est toujours pareil, on vous dit, mais oui, mais j'ai toutes mes informations sur mon téléphone, etc. Il y a toujours une raison, de toute façon. Bien sûr que c'est un objet important, mais de là, tout d'un coup, surtout qu'il n'y avait aucune, et on l'a tout de suite assez rapidement retrouvé, je peux rassurer. Mais non, donc c'est pas, d'accord, il n'y a pas d'addiction à son téléphone. Non, ça c'est de la nomophobie. D'accord. J'ai plein d'autres mots comme ça savants. Oui, je vois ça. Bon, et puis, quels sont les premiers symptômes ? Parce que beaucoup de gens nous écoutent et je suis sûre qu'on a les premiers symptômes de l'addiction. On a tous autour de nous quelqu'un qui n'est pas encore vraiment dans l'addiction, mais qui pourrait y aller. Comment on peut l'aider ? Qu'est-ce qui permet de le repérer surtout ? Déjà, les grands symptômes de l'addiction, moi j'ai un moyen mémotechnique, c'est 5 fois la lettre C, c'est au moins sur une année. Le premier C, c'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Clitoris. Non, ça c'est une bonne addiction. La perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage... Circoncision. Non, oui c'est bien aussi, ça protège dans plein de trucs. Coït. Non mais Brigitte, vous allez arrêter, vous me perturbez. Je sais plus ce que je disais, les 5 C. Donc, je bois de l'eau. Et le dernier C alors ? Et le dernier C, je vais le trouver tout de suite, caresse. Ouais, très bien. Voilà. Oui, mais ça, ce serait plutôt les 5 C de Brigitte Lahaie. N'est-ce pas ? Non, bon, allez-y, je vous promets, je vous coupe plus. Alors, le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage chronique, c'est répété.
Le troisième C, vous m'avez perturbé, c'est le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrésistible de consommer, on ne peut pas s'empêcher. L'usage compulsif, vous voyez, on est toujours obligé, c'est compulsif, on est toujours obligé d'y aller. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie, sociale, physique et psychique. D'accord. Vous voyez, si on a ces 5 C sur une année, on est addict. C'est un moyen schématique, hein, c'est très schématique. Donc, quand on repère quelqu'un, quand on trouve quelqu'un qui consomme trop, il va pas bien, il va pas au travail, il a le moins bon résultat scolaire, il a comme ça des petites maladies, il est déprimé, etc. Quand on voit tous ces petits signes spécifiques se profiler, il faut parler. Le dialogue, c'est le plus important. Dialogue ouvert, sans juger, évidemment. sans juger, être empathique. Et si on est dépassé par les événements, il faut se faire aider par des professionnels. D'accord. Et puis, on va en parler tout au long de ces 2 heures, quelle que soit l'addiction. Il y a des addictions plus connues, si je puis dire, que d'autres, mais on peut aussi parler d'addiction à des choses comme par exemple le chocolat. Ça existe, c'est l'addiction au sucre. Oui. Ça rentre dans le cadre de l'addiction au sucre. Et c'est là où il faut vraiment comprendre que l'addiction, ça touche tous les domaines. Oui, mais l'addiction, c'est que la branche d'un arbre. Et l'addiction au travail aussi, oui, bien sûr. Quand on en est jusqu'à tomber en burn-out, évidemment. Il faut vraiment prendre en compte la personne dans sa globalité, sinon on n'arrive pas à soigner les gens. D'accord. Dans un instant, c'est Cédric qui sera avec nous, et puis vous aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio, surtout si vous êtes addict, au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les addictions avec Laurent Carilla, qui est avec nous, psychiatre, et Cédric qui nous a rejoint. Bonjour Cédric. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour. Merci pour votre émission, toujours très, très instructive. Merci Cédric. C'est la meilleure Brigitte. Je suis très bien accompagnée. Donc c'est votre ex qui était dépendante à l'alcool, je crois. C'est ça. En fait, ça a été une longue relation et sur le coup, je ne me suis pas rendu compte au début parce que c'était dans le contexte récréatif, lors de soirées, qu'il y avait de consommation. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé à me rendre compte quand je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas partir d'une soirée sans qu'elle ait complètement, qu'elle soit allée jusqu'au bout, qu'elle ait bu jusqu'à plus fort, on va dire. Et bon, ça a été la première prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience, elle s'est faite quand je me suis aperçu que ça se faisait aussi à la maison. Tout d'abord, c'était un verre tous les deux de temps en temps le soir, et puis petit à petit, ça a été des fois même toute seule, et où je l'ai retrouvée dans un sale état, toute seule à la maison. Voilà, ça a été avec des moments où ça allait mieux que d'autres, et des moments où ça pouvait être relativement peu, et puis des moments où c'était beaucoup de consommation. Et si je comprends bien, ça s'est aggravé au fil du temps. Quand vous l'avez rencontré, ça allait encore, quoi. C'est ça. Et petit à petit, ça s'est dégradé. Et en fait, la consommation est devenue de plus en plus, on va dire, des moments de consommation régulière. De plus en plus réguliers, pour arriver à un moment où c'est arrivé jusqu'à 2 fois, voire 3 fois dans la semaine. À ce moment-là, il a fallu, de mon côté, j'étais un peu démuni pour savoir comment réagir au mieux. Et c'est quelqu'un qui avait toujours eu du mal à parler. Et en fait, mais elle était consciente ou dans le déni? Parce que c'est le problème souvent, Laurent. Ouais, c'est le déni qui est toujours prédominant. Hein. C'est ça. En fait, au départ, c'était dans le déni. Puis après, c'est quand même rendu compte, puis à force que j'en parle, que je dise quand même, c'est pas normal de boire seul à la maison. Petit à petit, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Mais entre le moment où il y a eu la prise de conscience et le moment où elle a enfin décidé de se prendre en main, entre le moment où c'est qu'elle a commencé à dire qu'elle voulait se prendre en main, où elle s'est vraiment pris en main, il s'est écoulé presque 3 ans. Mais c'est souvent comme ça, c'est souvent très long. Ça a été très très long, et même encore aujourd'hui, on est séparés, mais c'est toujours pas tout à fait réglé. C'est pas réglé. Et elle l'a peut-être pas fait pour elle non plus, elle l'a peut-être fait pour vous, ce qui n'est pas forcément la meilleure initiative. Et bien justement, au début, ce qui a fait que pendant longtemps, elle a pas commencé à se soigner, c'est parce que c'était moi qui le lui demandais. Et un jour, elle a vraiment pris conscience de par ses actes, et c'est allé loin quand même. Un jour, j'ai dit, ça va loin quand même. Et puis elle a quand même fini par prendre conscience que
ouais, j'avais raison, quand même, ça devenait vraiment, ça prenait beaucoup de place, beaucoup trop de place. C'était dangereux pour elle. C'est ça le souci, hein, souvent, c'est que la personne qui est dans l'addiction, d'abord parce que elle s'est pas rendue compte qu'elle était tombée dans l'addiction, et ensuite elle est tombée dans l'addiction parce qu'elle est fragile, et c'est vrai que là, la chronologie décrite, c'est exactement ça. C'est des process d'addiction classiques, quoi. C'est-à-dire, au début, on boit un peu, mais on va boire plus que les autres. Après, on va augmenter doucement les consommations. Peut-être qu'elle était aussi un peu en manque quand elle devait boire. Après, elle modifie complètement son comportement. Ça a un impact sur le couple. Et même la prise de conscience peut être difficile au départ. Il y a beaucoup de déni qui peut être présent. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils sont touchés, mais comme le dit la définition de l'addiction, on continue malgré la connaissance des conséquences, quoi. Et après, j'aimerais ajouter autre chose. C'est qu'au niveau du corps médical, c'est très compliqué en ayant une consommation comme ça, parce qu'en fait, c'est une consommation qui lui permettait d'avoir du lâcher-prise sur les choses, de pouvoir se poser enfin, de poser tout le stress qu'elle avait au fond d'elle. Et en fait, c'est comme ça qu'elle me l'a décrit. Et en fait, beaucoup de centres d'addictologie, finalement, savent soigner le problème d'alcool, mais pas soigner le problème émotionnel qu'il y a derrière. Et c'est ça qui a été le plus compliqué, c'est de réussir à trouver des professionnels pour pouvoir commencer à travailler le côté émotionnel, pour pouvoir soigner bien sûr, parce que c'est de là que vient le problème de l'addiction. Ouais, merci de le souligner. Enfin, moi, je suis un fervent défenseur de cette histoire, c'est-à-dire que l'addiction, c'est une maladie chronique qui touche la personne dans sa globalité. Qui dit globalité dit pas que il ne dit pas que le produit. Et en fait, moi, je définis ça par un arbre. Quand vous regardez un arbre dans la rue et vous voyez des branches, chaque branche peut représenter une addiction. Mais il y a toutes les racines à traiter. Et toutes les racines, il y a l'émotionnel, il y a tous ces éléments-là. Si on traite que la branche, c'est-à-dire on va traiter que l'alcool, on coupe la branche, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois? La branche repousse. Donc l'idée, c'est de traiter toutes les racines. Donc les racines, c'est des traumatismes, il y a un peu de transmission, il y a de la dépression, il y a des troubles du sommeil, de l'anxiété, etc., etc. Une fragilité psychique, de toute façon, oui. Bien sûr. Tout à fait. Et donc il faut tout traiter, et on ne peut pas traiter l'addiction qu'avec une seule personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes dans une prise en charge d'une personne malade. Exactement. C'est très bien résumé, ouais. Exactement, c'est exactement ça. Et vous, Cédric, c'est intéressant aussi de connaître votre point de vue. Est-ce qu'au début, on s'en rend pas compte tout de suite, évidemment, ça c'est normal. Et à un moment donné, comment vous avez réagi? Quelles sont les émotions que ça a provoqué chez vous? Est-ce que c'était un peu d'énervement, un peu de dégoût, de honte, de tristesse? Qu'est-ce que vous diriez? En fait, je vais vous dire que je suis passé par toutes les émotions. Oui. Suivant les rechutes, parce qu'à chaque fois il y avait des prises de conscience. Elle disait c'est vrai, t'as raison, je vais me soigner, je vais aller mieux. Et donc ça allait mieux pendant quelques temps. Et chaque fois qu'il y avait une rechute, ça peut être de la colère, ça peut être beaucoup de tristesse. Et je suis passé par un peu toutes les émotions, et je me suis rendu compte que le fait de réagir de la colère, je pense que c'est la plus mauvaise des réactions, même si c'est humain. Bien sûr, on n'y peut rien. Nos émotions, on n'y peut rien. On ne peut pas contrôler ses émotions. Et c'est normal de passer par toutes ces phases. Tout à fait. Et le problème, c'est que petit à petit, ça a mis une distance dans notre couple. Oui. Et ça a fini qu'on se comprend plus quand on se discute ensemble, où j'ai du mal à comprendre ce qu'elle exprime. Et en fait, ça fini. Je pense que ça a été en partie. C'est un tue l'amour, l'addiction, bien sûr. C'est ça. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'amour, c'est aussi de l'admiration, c'est aussi le sentiment qu'on peut compter sur l'autre, etc. Quand on voit son ou sa partenaire sombrer dans l'addiction, forcément, ça tue l'amour. Oui, ça tue l'amour, mais ça tue pas l'amour de manière irréversible. Donc on peut... c'est très difficile pour les conjoints et les conjointes, et il y a des systèmes d'aide, d'associations comme Al-Anon qui aident les codépendants, en fait. Et je crois que quand on vit avec quelqu'un d'addict, il faut aussi se faire prendre en charge. Oui, si on veut que si on en a envie. Oui, si on veut que le couple... écoutez, merci Cédric de ce témoignage. Merci, on a bien compris en tout cas que vous n'étiez plus ensemble et qu'elle ne va pas si bien que ça, ce qui montre bien que vous n'y êtes strictement pour rien, évidemment. Merci Cédric. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News Fleur Chérie dans un instant.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Laurent Carilla, c'est Fleur Chéri que nous accueillons Je aujourd'hui. C'est adorable. Je suis en Eh bien, pleine forme aujourd'hui, Brigitte. Ouais, je vois ça. Et puis, vous avez raison, moi aussi, j'aime beaucoup Fleur. Oh, c'est Ouais, adorable. super. Et elle va nous parler de J'ai la hâte. santé des femmes. Oui, parce que je suis tombée récemment sur ce chiffre qui provient d'une étude danoise de 2019 qui montre que sur 7 millions de personnes hospitalisées, les femmes sont diagnostiquées en moyenne avec 4 ans de retard par rapport aux hommes. Cette étude, elle porte sur près de 770 maladies ou troubles qui sont communs aux deux sexes et elle a été réalisée pendant 21 ans, donc elle est assez sérieuse. Alors, ce chiffre de 4 ans, il peut paraître assez fort, mais il reste tout de même à nuancer. Certains troubles du comportement comme le TDAH, le trouble de l'attention ou l'autisme augmentent considérablement l'écart de diagnostic entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus tardif parce que les symptômes ne sont pas exactement les mêmes ou parce que les femmes n'extériorisent pas autant les symptômes que les hommes. Et certaines maladies, comme l'ostéoporose, se diagnostiquent bien plus en amont chez les femmes que chez l'homme. Chez l'homme, c'est souvent suite à une fracture que l'on constate l'ostéoporose, alors que chez la femme, on peut parfois la détecter avant la fracture. Donc les variations de temps de diagnostic entre les deux sexes varient énormément d'une maladie ou d'un trouble, bien sûr, à l'autre. Mais il y a quand même cet écart de 4 ans en moyenne. Mais quand même, cette étude, donc, c'est un coup de projecteur sur une approche de la médecine qui prend de plus en plus en considération les différences de genre et les différences de sexe. Cette importance de différencier et de traiter les deux sexes, elle est assez récente. Par exemple, l'obligation d'intégrer des sujets des deux sexes dans les études cliniques, ça ne date que de 1992 aux États-Unis et 2004 en Europe. Donc ça fait moins de 20 ans que l'on différencie les traitements et les diagnostics de façon rigoureuse et sexuée. Cette différence d'approche de la santé en fonction des sexes, elle permet aussi de mettre l'accent sur certains problèmes de santé qui sont parfois méconnus ou traités à la va-vite. Par exemple, le fait que la ménopause serait sous-traitée aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Début des années 2000, 2,5 millions de femmes prennent un traitement hormonal. Elles ne sont plus que 500 000 aujourd'hui. La faute, selon des experts, à une étude biaisée américaine qui a mal été réalisée et qui n'a pas été assez discutée et qui disait que c'était très mal de prendre un traitement, alors que c'était dangereux même. et que c'était dangereux pour le cancer du sein, alors qu'aujourd'hui, ce traitement pourrait éviter le développement de la maladie d'Alzheimer et le risque d'ostéoporose chez les femmes. Et la différence sexuée d'approche en matière de santé ne s'arrête pas juste à la rapidité d'un diagnostic ou au sujet d'une étude, mais aussi dans le traitement et la vie intime qui suivent. Par exemple, une femme aurait plus de probabilité de subir une séparation dans les semaines après le diagnostic d'un cancer qu'un homme. Les femmes en couple connaîtraient 20% de séparation contre seulement 3% pour les hommes. Le savoir, ça permet aussi de mieux accompagner ces personnes, les personnes malades, et d'aller plus vite sur le chemin de la guérison. Oui, mais on sait très bien qu'une femme va plus facilement jouer à l'infirmière avec son partenaire que l'homme. Par exemple, c'est une différence, alors ce sera plus une différence de genre, puisque c'est une différence d'attitude ou de comportement, mais c'est important de le prendre en considération, de se dire peut-être un homme au couple va pouvoir avoir entre guillemets un aidant à la maison qui va être femme, alors que peut-être une femme va être beaucoup plus démunie face à la maladie. C'est quelque chose qu'on peut prendre en compte quand on traite. Mais ce qui est étonnant dans cette étude, c'est qu'on a toujours un peu l'impression comme ça que la femme est plus proche de sa santé que l'homme. L'homme a un peu tendance comme ça à se sentir immortel. Enfin, je veux dire, il va pas tellement aller faire des examens. La femme serait a priori plus précautionneuse et cette enquête semble prouver le contraire. Ouais, je crois que c'est un peu, c'est une donnée variable ça. En tout cas maintenant. Les hommes sont aussi précautionneux de leur santé, au même titre que les femmes. Ouais. Oui, c'est bien, mais c'est une, c'est une enquête qui peut être un peu surprenante en fait. Oui, j'aurais pas pensé ça, comme quoi. Mais c'est vrai que en ce qui concerne la ménopause, on va justement avoir prochainement un médecin gynéco qui vient de sortir un livre sur la ménopause, et c'est vrai qu'il est temps de prévenir les femmes que les traitements aujourd'hui, il y en a beaucoup d'abord, et puis franchement ils sont utiles parce que quand on vit aujourd'hui jusqu'à 80-90 ans, c'est un peu bête de se passer de ce traitement. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maladies
qui ne sont pas des maladies comme la ménopause, qui sont plutôt des sujets de santé qui commencent à émerger, qui concernent spécifiquement la santé des femmes. Et je trouve ça bien que ça apparaisse et que ça permette de mieux accompagner la vie d'une femme sur toute sa longue vie maintenant, qui va jusqu'à peut-être plus de 80 ans. Donc c'est bien qu'on se penche sur une médecine, je trouve, spécifiée selon le sexe ou le genre. Ouais. Et sur le plan psychiatrique, les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, ou c'est le contraire ? Ça dépend des pathologies, mais c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des hommes, et même dans les addictions, il y a une surreprésentation des hommes, même si les femmes commencent à rattraper un peu les hommes. Sur le tabac, par exemple, hein, il y a plus de cancers, une surexpression du cancer du poumon chez la femme, par exemple. Mais globalement, le ratio, il est en faveur des hommes plutôt que des femmes. Et pareil, il faut vraiment... Autant il faut avoir une approche globale dans la médecine des addictions, et autant il faut avoir des spécificités pour la femme, notamment dans les questions, par exemple, d'alcoolisme au féminin. C'est un sujet sur lequel j'avais travaillé. Il y a vraiment des différences subtiles. Et surtout qu'en plus, on supporte beaucoup moins l'alcool que les hommes. Exactement. Mais surtout, il y a cet alcoolisme, finalement, j'aime pas trop ce mot-là, mais cette alcoolodépendance est vraiment très secondaire chez la femme. Et il y a souvent vraiment des vrais troubles psychiatriques qui sont pas diagnostiqués au premier plan, quoi. Bon, merci Flore Chéry, en tout cas, de nous avoir parlé de cette étude. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans ce recueil de nouvelles érotiques qui est très intéressant. Ça s'appelle Indécente. C'est aux éditions de La Musardine. Et puis on vous retrouve bien sûr toujours sur votre site mysweetfantasy.com si on a envie de réaliser un fantasme. Merci Flore. Merci Flore. Tout de suite, on va donner la parole à Hervé qui va répondre à 3 questions intimes, et vous pourrez en poser une ensuite à Laurent Carilla. Hervé, est-ce que vous, si on devait comme ça chercher à quoi vous pourriez être addict, qu'est-ce que vous diriez ? Si je ne ferais pas attention, je serais addict à l'alcool, facilement. Mais oui, mais vous le savez, donc vous faites attention, donc vous n'êtes pas addict évidemment. Non, mais ça pourrait être le produit qui serait le plus tentant pour vous, c'est l'alcool. Oui. Je crois que c'est pas très original. Il me semble que beaucoup de gens pourraient dire ça. C'est une des pathologies les plus graves quand même. C'est la deuxième cause de mort évitable dans le monde. Oui, et sachant que, on va dire, dans ma famille, j'ai eu des personnes proches qui étaient addictes à l'alcool. Donc c'est pour ça que je fais très attention. C'est peut-être ça qui vous a rendu méfiant, oui. Oui. Ça peut être ça. Et vous dites que c'est la deuxième cause de mortalité. Ouais. La première, c'est quoi ? C'est le tabac. Oui. Tabac, 75 000 morts par an en France. L'alcool, 41 000. On avait mis 5 000 de plus que la dernière fois. 73, j'avais dû vous dire la dernière fois. Non, 70 000. Mais c'est pas grave. 75. 75 et l'alcool. 41. Oui, 41 000. Par an. Ça fait beaucoup, hein ? Oui, ça fait beaucoup. Cancer, et puis en plus l'alcool provoque des accidents, j'imagine. Oui, il y a des causes externes, causes externes comme les accidents de la route, les accidents de la voie publique, les tentatives de suicide, les violences conjugales, avec des conséquences, quoi. Merci déjà de cette première question, Hervé. Deuxième question, qu'est-ce que vous préférez chez une femme ? Qu'est-ce que vous regardez en premier ? Je vais dire ses yeux et après c'est ça. Oui, les yeux, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, quand on voit arriver une femme, la première chose qu'on voit, c'est ça. C'est les yeux. Oui. Non, mais en fait, vous regardez les yeux d'une femme pour voir si elle vous regarde et si vous lui plaisez, en fait. Et puis après, vous regardez ce qu'il y a en dessous. Voilà, tout à fait, oui. N'est-ce pas ? Et puis alors là, la troisième question, quel est le mot du sexe que vous préférez dire quand vous faites l'amour ? Le mot du sexe. Alors là. Lâchez-vous. Je pense, oui, c'est. À la rigueur, oui, c'est bon, c'est plus. Vous êtes assez discret donc. Oui, assez discret. Oui, parce qu'il y a des hommes qui se lâchent, Et donc vous êtes assez discret. Oui. D'accord, mais très bien. Et allez-y, vous pouvez poser une question à Laurent Carilla. Alors, bonjour déjà, Laurent Carilla. Bonjour. Oui, alors la question c'est, je vais dire indirectement, pas pour moi, mais pour, on va dire, mon beau-fils, qui est le fils de ma femme, qui est, pour moi, qui est addict tout ce qui est écran et jeux vidéo. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, j'écoutais l'émission pour les 5C, il les a. Il a quel âge ? Alors, il a 23 ans. D'accord.
il ne travaille pas là. Ouais. Voilà. Oui, il est déprimé. Tout ce que, en fait, vous avez donné tout à l'heure, je l'ai retrouvé. J'ai même, en écoutant donc la semaine dernière Brigitte Lay, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une névrose à l'échec. Donc voilà. Et donc je voulais savoir. Ce qui est fréquent c'est dans les racines. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire déjà pour moi l'aider, pour aider aussi ma compagne, parce qu'elle, enfin ma femme, puisque elle est dans, comment je vais dire ça, elle est plus à l'aider, on va dire, financièrement, et elle se voilait un petit peu la face à cacher ça. Voilà, je vais pas dire par honte, mais voilà, par déception pour lui. Oui, il est un peu dans le déni parce que c'est son fils. Il vit avec vous ? Non, alors depuis maintenant un peu plus d'1 an, il ne vit plus avec nous. Il y a un petit appartement, mais... Vous le voyez régulièrement ? Alors on le voit, allez, on va dire peut-être tous les mois, 15 jours. Parce qu'il donne, si on ne prend pas des nouvelles, il ne donne pas de nouvelles non plus. C'est une situation très complexe parce que lui, s'il est dans un déni total et qu'il y a très peu de contacts, l'idée c'est d'ouvrir le dialogue à 3, quoi. C'est-à-dire vous, sa mère et lui, quoi. Sur dire, on a avec des éléments très ouverts comme on trouve que tu vas moins bien, regarde, on trouve peut-être qu'il y a des éléments, il y a des choses dans la vie qui t'agacent, qui te perturbent, peut-être t'es plus anxieux, peut-être tu dors moins bien, etc. Est-ce que tu voudrais pas qu'on parle un peu de tout ça autour de, sans rentrer directement dans la consommation des écrans, etc., et voir un peu déjà comment il réagit. Mais la première étape, c'est un dialogue très très ouvert avec les mots genre on trouve que tu vas moins bien. D'accord. Et est-ce qu'il a intérêt, Hervé, à en parler à sa femme et dire... dialogue ouvert à 3. C'est ça, oui. D'abord, il en parle avec sa femme. Mais déjà, il faut déjà qu'elle accepte de ne plus être dans le déni. Mais il peut lui dire, je trouve qu'il ne va pas bien. Elle trouve qu'il ne va pas bien, mais elle n'a aucune solution, je veux dire, pour l'aider dans le bon sens. Il faut d'abord un dialogue ouvert et après voir ce qui est possible de faire. Et 23 ans, vous pouvez vous rapprocher aussi des consultations jeunes consommateurs qui peuvent vous recevoir, vous et votre compagne, et vous donner aussi des clés pour vous guider. D'accord. Mais en tout cas, vous avez intérêt à réagir et que sa mère réagisse, parce que là, on a l'impression qu'il ne peut que sombrer encore plus. Après, sinon, c'est électrochoc. C'est vous lui dites, vous, vraiment... je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour son. Moi, ça m'arrive en consultation de le faire et des fois ça marche. Mais bon, je suis en consultation à l'hôpital, etc. Mais bon, ça fait du bien des fois aux gens. Oui, parfois l'électrochoc, ça marche. Merci Hervé. Merci beaucoup. Merci Brigitte et merci Laurent Carilla. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite au 0826 300 300. Vous avez des questions à poser à Laurent Carilla, vous avez envie de témoigner, on serait ravis de vous donner la parole, n'hésitez pas. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lay, Sud Radio. Eh bien, c'est avec Laurent Carilla qui est avec nous, psychiatre, que nous évoquons les addictions. Et Laurence est avec nous et elle constate également, depuis le Covid, une forte augmentation des addictions, notamment aux écrans, je crois, Laurence. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Laurent. Bonjour Laurence. Oui, effectivement, moi l'année dernière je suis remplaçante, donc l'année dernière je travaillais en maternelle et on a commencé à voir apparaître des enfants qui présentaient de l'attention inhabituelle, des troubles du langage, de l'intolérance à la frustration. Et lorsqu'on creusait un petit peu, puisque nous avions une classe passerelle qui accueille les tout jeunes enfants avec leurs parents. Quel âge quand vous dites tout jeunes enfants? 2 ans. 2 ans, oui. Juste après la crèche, entre la crèche et l'entrée normale à l'école qui est obligatoire maintenant à partir de 3 ans. Donc on se trouvait avec des enfants, notamment j'ai souvenir d'une petite fille qui non seulement n'avait aucune interaction avec ses camarades ni avec les adultes, ne fixait pas et en plus ne s'exprimait pas de façon cohérente et surtout ne produisait que des onomatopées de type jeu vidéo. C'est horrible ce que vous racontez. Ah oui, bien sûr. Et alors, ce qu'il y a d'assez terrible dans cette circonstance-là, c'est que les parents sont par
paradoxalement très fiers que l'enfant maîtrise cet outil qu'est le téléphone. Ils sont très fiers parce qu'on leur a parlé de l'école du numérique, de l'école, même l'éducation nationale était mettait en avant ces innovations. Et donc les parents s'appuyaient là-dessus, surtout quand on a un lobby de l'édition et du numérique qui pousse à présenter comme éducatif les outils numériques. Donc c'est très très difficile à déconstruire comme problématique. Les parents sont donc mal informés, ils sont dupés par les slogans école du numérique, etc. On manque de médecins de PMI pour appuyer nos remarques, dont la parole est peut-être un peu plus écoutée que celle d'un enseignant. On manque de médecins scolaires. Je n'ai pas l'impression que les médecins traitants se saisissent tellement de cette question. Donc on est un petit peu tout seul et c'est très très compliqué parce que effectivement un bébé pour se développer, un jeune enfant a besoin d'interaction avec d'autres humains, a besoin d'explorer, de toucher, de faire vivre ses 5 sens, et lorsqu'on le met devant un écran, il va développer des troubles qui peuvent être diagnostiqués comme troubles du spectre autistique par erreur. Fort heureusement, ce sont des choses qui sont réversibles, encore faut-il se saisir de la problématique et d'essayer d'agir. Donc c'est très 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 compliqué et pour nous enseignants de plus en plus, puisque comment expliquer à un enfant qui doit rester très concentré sur son travail alors qu'il a le plaisir d'avoir cette attention fausse, cette attention réflexe provoquée par les choses qui bougent sur un écran, vous voyez. Et les parents me disent mais oui, mais il sait rester attentif. Quand je lui donne mon téléphone, il ne bouge pas. Et c'est pas ça l'attention de travail, c'est l'attention des choses. Est-ce qu'on ne sait pas, c'est si les parents le font en toute bonne conscience, si c'est parce que ça les arrange bien d'être tranquille quand l'enfant est devant le téléphone. Il y a les deux. Ben oui. C'est-à-dire qu'à la sortie des classes, quand vous voyez des petits que l'on vient chercher, on voit déjà où se nouent les inégalités. On voit le petit à qui la maman ou le papa demande alors qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, avec qui tu as joué, etc. Et puis celui à qui on colle une tétine dans la bouche, le téléphone, et on l'assoit dans la poussette. Laurent Carilla, voilà. Qu'est-ce que... Pas d'écran avant 2 ans déjà, et pourtant moi je suis très très souple habituellement, mais c'est pas d'écran avant 2 ans, n'importe quel type d'écran, donc c'est ça paraît évident. Enfin, ouais, mais bon, c'est pas clair pour les gens. Quand on connaît les neurones miroirs. Exactement, même la construction. Et c'est vrai que ce que vous racontez, c'est vrai qu'il peut avoir. D'abord, je vous remercie d'avoir dit que les écrans ne rendaient pas autistes ou ne faisaient pas rentrer dans le trouble du spectre autistique, parce qu'il y a une certaine catégorie de gens qui pensent ça. Or, c'est faux. L'autisme digital, ça n'existe absolument pas. C'est comme le cannabis, ça ne rend pas schizophrène. Donc, c'est hyper important de le dire. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est vrai qu'il y a un manque de médecins de PMI. Les pédiatres devraient en parler de plus en plus. Les médecins traitants sont pas très au fait, mais certains oui, mais pas tous. Mais je pense que les pédiatres en parlent de plus en plus des écrans. Et surtout, il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants sur la question des écrans. C'est vraiment le premier plan à faire. Et ça, c'est notre gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale qui devraient s'en emparer et dire voilà, un vrai plan où on va apprendre aux parents. Alors je rêve, c'est complètement utopique, mais on va apprendre aux parents parce que c'est eux qui servent d'exemple. Et il y a quelque chose qui s'appelle le modeling. Le modeling, c'est quand on est petit, on veut faire tout pareil que les grands. Donc vous imaginez bien que si vous avez 3-4 ans et que vous voyez vos parents scotchés sur des smartphones, vous allez avoir envie aussi d'être scotché sur des smartphones. Oui, tout à fait. Et je dois dire que j'ai très très peu d'espoir en raison des actions de lobby de lobby du numérique qui sont derrière. Je n'imagine pas le gouvernement se lancer dans une campagne massive comme il y a eu pour pas trop salé, pas trop sucré, manger, bouger, ce genre de choses. Mais ça finira par arriver, vous savez. Oui, mais il va falloir qu'on tombe bas quand même, parce que là on reçoit les premiers bébés intégraux Covid, c'est-à-dire ceux qui ont été en couffin au temps du Covid et qui ont fait tout leur premier développement avant 3 ans dans un cadre Covid, enfermés avec des parents parfois qui télétravaillent, sans personne pour garder le petit, qui donnent donc du coup des tablettes, des machins, des trucs et des bidules, pas forcément porteurs. Donc, et je ne sens pas une vraie volonté politique. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Laurence. Je pense qu'on en est loin. Ça finira sans doute par bouger, comme d'habitude, quand il commencera à être un peu tard. Ouais. Parce que c'est toujours comme ça, dans une société. On attend que ça dérive pour qu'on essaye de remettre tout à flot. Mais ce qui est très, 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 très ennuyeux, Laurence, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'être parent, ça demande du temps et que les gens ont de moins en moins de temps
Ah oui, c'est vrai. Il y a mais une sorte complètement. de course au travail et Tout à fait. et en fait, s'occuper de son et moi, enfant, j'appelle ça prend du temps. Bien sûr, hein. Et les tablettes nounous, moi j'appelle ça comme ça, les tablettes nounous, les smartphones nounous, c'est devenu monnaie courante. Donc tiens, prends le smartphone et comme ça on sera tranquille, quoi. Du temps et de l'envie aussi. Parce que ce n'est pas toujours les parents les plus occupés qui s'occupent le moins bien et qui donnent le moins de temps de qualité à leur enfant. Oui, ça, Voilà. si on parle de temps de qualité, vous avez totalement raison, parce qu'en fait, il vaut parfois mieux une demi-heure de qualité que 2 heures, Complètement. tout en continuant Complètement. à utiliser son smartphone et soi-disant Exactement. s'occuper de son enfant. Non, c'est un vrai souci. Et quand vous dites pas de smartphone avant 2 ans, Pas d'écran avant 2 ans. pas d'écran avant 2 ans, ça paraît évident, mais Ouais. moi je Mais pense c'est que pas- c'est pas la même réalité, hein. jusqu'à 4-5 ans, vaut mieux éviter Oui. de le laisser trop devant. Enfin, Non, quand mais même. après c'est de la modulation, si vous voulez. On peut pas interdire tout. Non, bien sûr. Mais c'est de la modulation. Et c'est vrai que la majorité des études, c'est avant 2 ans, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est vrai qu'après, jusqu'à 20 ans, il y a des choses qui se passent, si vous voulez. Mais on toute doit notre s'adapter vie, au temps. Ouais, c'est ça. Mais on doit s'adapter au temps. Il y a des informations. Il y a aussi l'école à intégrer les écrans dans l'apprentissage. Donc il faut aussi en prendre compte. Et il y a tous ces digital natives, tous ceux qui sont nés avec les écrans, ils sont beaucoup plus forts que vous et moi, Brigitte. Moi, ils dans ont pas de l'usage. mal. Hein. Bon, en tout cas, votre témoignage, Laurence, est important parce que ça fera peut-être prendre conscience à quelques parents qui nous Ouais, écoutent. c'est important. Donnez l'exemple à vos enfants. Oui, j'espère. J'espère que les parents ont entendu. Oui, Ceux qui mais sont Écoutez-moi. à l'écoute. et ce qui est le plus grave dans ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont des mots qui sont même pas des mots appris par leurs parents, quoi. Des mots qu'ils ont, Ah oui. qui répètent. C'est du modeling, du modelage comportemental. Hmm. Bon, bah écoutez, merci Laurence de ce témoignage. On peut parler d'addiction chez des enfants maintenant, Laurent Carilla. Non, de comportement addictif surtout. C'est rare qui développe la maladie addictive. Enfin, c'est rarissime qui développe. Après, on peut avoir des cas plutôt d'adolescents, de 16-17 ans. Oui, c'est ça. Avant, c'est plus rare quand même. C'est plutôt des comportements transgressifs ou des conduites addictives sans que ça soit l'addiction maladie. Et pour revenir sur la période Covid dont parle Laurence, j'ai entendu aussi qu'il y avait de plus en plus d'ados qui restaient enfermés dans leur chambre, qui ne sortaient plus. Il y a plus de 25% de troubles globaux en santé mentale avec le Covid, avec ce qui s'est passé. Plus de 25%, c'est énorme. Ouais, il y a plus de risques suicidaires, il y a eu plus de tentatives de suicide, plus de dépression, plus d'anxiété, plus de troubles du sommeil et plus de conduites addictives. Oui, et là, on commence à en payer le prix fort, j'imagine. Exactement. Oui. Donc on voit bien que la gestion de la Covid n'a pas été forcément toujours bien Loin de là. Oui, bien loin de là. Mais bon, ça c'est un autre débat. Merci en tout cas Laurence d'avoir témoigné. On va continuer durant cette deuxième heure à évoquer toutes les addictions. Quelle serait aujourd'hui l'addiction la plus répandue? Le tabac. Toujours le tabac. En substance. Oui. Le tabac. Oui. Après, bien sûr, il y a l'alcool et la cocaïne. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne parle pas d'addiction du tabac. Quelqu'un qui fume 2 paquets par jour, on ne va pas dire qu'il est addict. Et Si. pourtant, Ah ouais, on va pas le dire, mais il est addict. Je veux dire, dans le langage courant, on n'a pas. Ouais, c'est un fumeur. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il fume des clopes. On n'a toujours pas pris la conscience que être accro de la cigarette, c'est finalement une addiction. C'est la pire des addictions en plus. C'est la pire des addictions. Il y a le mois sans tabac là qui arrive en novembre. Donc j'encourage quand même les gens à se renseigner autour de faire un petit break tabac, l'idée de concourir ensemble, à faire un stop, c'est important. Et donc, j'ai envie de dire, donc, sur les substances, c'est le tabac, il y a l'alcool, il y a la cocaïne. Et après, pour les comportements, il y a les jeux d'argent. Les jeux d'argent, les paris sportifs en ligne, le poker en ligne. Et puis, il y a de plus en plus de sexe en ligne. Oui, bien sûr. Qui devient pathologique, j'entends. Parce qu'avoir du sexe en ligne, c'est cool, mais c'est oui, mais là, on parle bien des addictions. En tout cas, à partir de combien de cigarettes on considère qu'on est dans l'addiction? C'est pas le nombre de cigarettes, c'est plein d'éléments. C'est les 5 fois la lettre C, comme on a dit. Pas les vôtres, Brigitte, le clitoris, etc. Les miens, mes 5 C. Non, moi j'aurais parlé de pipe si on parle de cigarettes. C'est ces 5 C là. Et la quantité, peu importe. Parce qu'on peut être addict au tabac avec 2 clopes par jour. Donc, oui, mais on se fait pas beaucoup de mal si on fume 2 clopes. Mais rien que, si vous voulez, le mal qu'on se fait en fumant, c'est la combustion des choses. Quand on brûle quelque chose et qu'on l'aspire, c'est ça qui fait mal à notre corps physiquement.
Bon, eh ben écoutez, si Voilà. vous avez tendance à être un petit peu dans la cigarette, n'hésitez pas. Hein, on pourra également vous aider, en tout cas vous faire prendre conscience que c'est pas très bon pour votre santé et donc pour votre vie. Il me reste à vous donner la petite devinette du jour avant de laisser la place aux infos. C'est Coluche qui a dit ça, donc peut-être que vous connaîtrez la réponse parce que je crois que vous aimiez bien Coluche, Laurent Carilla. J'adore Coluche. C'est une épouse, c'est comme les Charentaises. Pourquoi aurait-il dit ça? Vous me donnerez la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Laurent Carilla, aujourd'hui, nous évoquons les addictions. Dans un instant, on va écouter un deuxième extrait de vos podcasts qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, Laurent Carilla. Mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. C'est Coluche qui a dit qu'une épouse, c'était comme les Charentaises. Pourquoi? On est bien dedans. Oui, on est bien dedans, mais on sort pas avec. Voilà, parce que c'est ça qui est drôle, sinon... Alors, je vous propose justement votre podcast Addiction avec un K. C'est la saison 2 et il y a donc des personnalités qui racontent qu'ils ont été addicts, à quoi, pourquoi. Et là, je crois que c'était Thierry Ardisson. C'est Thierry Ardisson. Écoutez, on écoute. C'est un grand moment. Quand on prend de l'héros, la première fois, on se dit ça y est, j'ai trouvé quoi. L'orgasme. J'ai plus faim, j'ai plus envie de bouffer, j'ai plus envie de baiser, j'ai plus envie de réussir dans la vie, j'ai envie de rien sauf d'être dans cet état-là. Espèce de nirvana en poudre. Ouais. Et au début, on en prend pour être bien, et après, on en prend pour pas être mal. Et en fait, ce qu'il faut dire aux gens, et ça, c'est très important de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour être dans l'état où je suis ce matin en face de vous, il me fallait 1 gramme d'héros à la fin, quoi. Alors que, donc c'est une connerie. Et oui, voilà, c'est important, des personnalités. Oui, c'est important, des personnalités qui vont se livrer parce que finalement, ça montre que ça peut arriver à n'importe qui, quoi, et qu'il faut vraiment faire attention et tout de suite réagir avant d'être totalement accro. Ouais, surtout, j'ai eu de la chance sur ça. La saison 1, c'était une saison avec 10 témoignages de gens anonymes et des très très beaux témoignages. Comme je peux voir à l'hôpital, par exemple, qu'on peut voir, c'est vraiment la belle clinique de l'addictologie. Et là, avec les personnalités, donc il y a Thierry Ardisson, mais il y a aussi, il y aura, je peux dire des noms, il y aura Thierry Beccaro, il y aura Louis Bertignac. Enfin voilà, des noms qu'on connaît, des noms très populaires, des gens très populaires. Aussi. Ouais, il y a Rose. Il y a Dany que j'ai eu, qui est décédé depuis, malheureusement. Il y a ces témoignages de gens qu'on se dit, enfin, on les voit, on se dit, ah, c'est des stars, c'est que des paillettes, et en réalité, non, ils sont comme vous et moi. Aussi leur part d'ombre, évidemment, comme nous. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir. Merci à vous, Stéphanie. C'est votre mari qui était addict à l'alcool, c'est ça? Oui, c'est ça. Il était addict. En fait, il a commencé à boire quand il était jeune avec son père et son grand-père. Moi, je l'ai pas vu quand on s'est mis ensemble parce que ça avait pas l'air d'être, ça se voyait pas. Et puis avec le temps, ça s'est empiré et c'est en fait, il a décidé de se soigner quand son père est décédé d'une cirrhose. Ça a fait un électrochoc, donc il est parti en cure de désintoxication pendant 3 mois. Après, moi j'avais beaucoup poussé avec l'aide d'un médecin addictologue qui nous a aidés aussi, où le parcours a été mis en place pendant 6 mois. Et puis ensuite il est rentré et depuis il n'a pas retouché une goutte d'alcool, que ce soit liquide, nourriture, parfum, tout ce qui est, on fait attention à tout ça. Oui, donc il fait attention par exemple, qu'il ne va pas manger un baba au rhum parce que ça pourrait le refaire retomber. Parce que c'est ça qui est terrible avec l'alcool. Quand on a été alcoolique, on peut même plus ingurgiter le moindre... Non, même les sauces en viande, tout ce qui a de l'alcool, c'est... Voilà. C'est dangereux. Ouais, c'est parce que ça rappelle... C'est des petits signaux envoyés au cerveau, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un tout petit peu d'alcool... Ça rappelle d'autres choses au cerveau, en fait. Le cerveau, il se rappelle pas des choses négatives quand on boit de l'alcool. Il se rappelle que des choses positives. Voilà. Et en plus, il fumait de l'herbe aussi. Et il avait à l'hôpital, on lui avait donné des médicaments pour l'aider parce que l'alcool le rendait, il était tellement stressé, tellement nerveux qu'on lui donnait des médicaments en plus. Donc, il était addict aux médicaments, à ces médicaments-là. Donc, il a tout fallu arriver
a arrêté petit à petit. Donc c'était en premier l'alcool et les médicaments, et ensuite il a arrêté l'herbe, et puis maintenant il fume plus non plus la cigarette. Voilà, il a tout arrêté. Génial. Bah écoutez, Bravo à lui. Oui, parce qu'il a On peut le une force féliciter. de caractère là quand même d'avoir réussi. Oui. Et puis On s'est battus à deux, voilà. Et j'allais C'est dire génial. bravo à vous aussi, parce que quelque part vous l'avez certainement aidé, vous l'avez soutenu et vous l'avez accompagné. C'est pas si simple d'être la compagne de quelqu'un qui a ces addictions là. Oui, parce que quand il est parti en centre, c'était vraiment à la limite. Il était prêt. Il y a eu plusieurs fois où il a failli mourir pendant la nuit. Il s'arrêtait de respirer. Donc voilà, il faisait des apnées, et moi je dormais pas la nuit parce que je lui mettais des claques pour qu'il se réveille, parce que je voulais pas qu'il meure. Quelle super femme. Et donc quand il est rentré 1 an après, il m'a demandé en mariage et on s'est mariés. Voilà. Donc je trouve que c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que même si c'est difficile, ça reste à la fin une belle histoire. L'amour a remporté, et je trouve que c'est ça qui est important. Voilà. Oui, et puis on a l'impression là qu'il est vraiment sorti d'affaire. Qu'est-ce que vous ressentiez, Stéphanie, quand vous l'avez vu comme ça se dégrader, se mettre en danger C'est invivable, parce qu'en plus on a 2 enfants, donc il fallait protéger les enfants aussi. Vous avez les personnes aux alentours qui sont pareilles, qui boivent aussi, qui viennent à la maison pour au moment de l'apéro. Donc il faut protéger les enfants, il faut faire tourner la famille. Et quand vous dites quelque chose, vous avez tort, c'est vous qui êtes... Rabat-joie, oui, c'est ça. Voilà, et j'étais la méchante, Mais c'est lui qui vous disait ça, ou vos amis, ou vos proches? Lui, les alentours, et puis après, de toute façon, nous, on pouvait plus parler, parce que quand on parlait de quelque chose, il n'y avait pas de communication. Quand il rentrait le soir, qu'il était alcoolisé, il n'y avait aucune communication, aucun échange. Donc ça a duré longtemps avant qu'il prenne conscience et qu'il se soigne. Ça a duré 13 ans. Ah oui, quand même. C'est toujours des histoires très longues, Brigitte. Avec beaucoup de souffrance bilatérale, collatérale. Donc vous méritez une médaille, parce que... Non, c'est une super femme. Super femme. Stéphanie. Disons que moi, après, j'ai eu mes soucis après, parce que forcément, on n'en sort pas indemne. Ouais. Et moi, c'était dans l'obésité et l'addiction au sucre. Donc, il a fallu se soigner aussi parallèlement pour arriver à tout. Super. Oui. C'est-à-dire que oui, comme vous avez souffert, vous vous êtes réfugié dans les sucreries, et ça vous a rendu addict au sucre. Voilà, c'est ça. C'est un mal du siècle, l'addiction au sucre. On n'en parle pas assez, je trouve. Non, on n'en parle pas assez. On ne se rend pas compte comme c'est difficile, parce qu'en plus, on en trouve partout. Oui, on met du sucre même dans des produits qui ne sont a priori pas du tout sucrés, pour qu'on ait envie d'y goûter. Et le sucre se comporte... Excusez-moi, je vais couper la parole, Louis. Non, allez-y. Le sucre se comporte un peu comme la cocaïne pour le cerveau. Vous voyez, donc c'est vraiment une drogue, quoi. Et ce sucre Et ce sucre a la même fonction que l'alcool, c'est-à-dire qu'il va dans le cerveau dire waouh, c'est bien, et il va attaquer le foie comme l'alcool. Vous voyez, donc c'est la subtilité du sucre, quoi. Et c'est légal. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé avec mon mari là, à l'automne. En ramassant des fruits, il a mangé trop de prunes. Et en fait, les prunes ont fermenté dans son estomac. Et en fait, il a fait comme s'il avait trop bu. Ça fait un accident. Un peu comme. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, même sur les fruits, fait attention à la quantité qu'il en mange pour pas qu'il y ait trop de fermentation et que ça lui monte. Oui. Et vous avez dû vous faire soigner, ou bien toute seule vous avez réussi à réduire votre consommation de sucre? En fait, moi j'ai commencé parce que j'étais obèse, donc j'ai eu une gastroplastie qui n'a pas fonctionné parce qu'on ne nous aide pas psychologiquement. C'est exactement ce que vous disiez, Laurent. Voilà. Donc j'ai fait l'effet inverse. En fait, j'ai perdu trop de poids. Après, j'arrivais plus à manger. Et j'ai eu de la chance que c'était en fait un anneau, que c'était pas qu'on m'a pas enlevé une part d'estomac, parce que sinon ça aurait... Parce que là c'était réversible, donc on a enlevé l'anneau, et ensuite j'ai été suivie par plusieurs personnes psychologiquement, où j'ai soigné, voilà.
Et maintenant, je m'aide avec donc une alimentation saine pour être en bonne santé. C'est ce qui a fait un déclic pour être avec mon mari aussi, c'est pareil. Être en bonne santé, donc c'est une bonne alimentation, du sport, une vie saine, tout fabriqué maison, sans nourriture, sans rien d'industriel, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de sucre. Évidemment, évidemment. Voilà. Mais c'est intéressant votre témoignage, parce qu'on voit par où il a fallu passer, la mort du père alcoolique, vous, tout par quoi il faut passer pour enfin prendre conscience que notre santé, on l'a entre les mains, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et je crois que le message fort, c'est que la maladie peut durer longtemps, donc il faut s'accrocher. Et c'est super comment vous vous êtes accrochés tous les deux. Oui, et ça reste à vie. En fait, c'est tout le temps. Il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais se dire qu'on est libéré, que ce soit pour parce que lui, il aurait tendance aussi à devenir addict au jeu de grattage. Tout a la même matrice de toute façon, donc. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été dans l'addiction peut retomber dans une autre addiction. C'est les mêmes messages dans le cerveau. Bien sûr, le cerveau, lui, il s'en fout que ce soit d'alcool, des jeux, du sexe, etc. Eh bien, il reste l'addiction à cette émission où justement moi, je suis addict à vous, Brigitte, quand même. On explique comment donner du sens à sa vie, comment être dans l'amour, parce que je crois quand même quand on a la chance d'être un peu dans l'amour, on est moins sujet aux addictions. Ça aide en tout cas. Ça aide. On peut être addict, mais ça aide. Ça aide parce que ça remplit quand même un peu le cerveau, l'amour. C'est vrai. Faut le dire. Eh ben, écoutez, Stéphanie, pour nous, on va vous offrir non pas une médaille, mais une montre. Ah, génial. Merci beaucoup. Ce sera un peu notre médaille quelque part. C'est cette montre Ice Watch. Vous allez la recevoir. C'est une Ice Solar Power, c'est-à-dire que vous pourrez simplement, grâce au soleil qui ne nous quitte plus, malgré la fin octobre, eh bien, vous pourrez donc continuer à voir l'heure. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous pouvez en gagner cette montre Ice Watch sur Instagram, la page Facebook, le TikTok de Sud Radio et évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous êtes maintenant 700 000 à nous suivre et j'espère bientôt que nous atteindrons le million. Exactement, Laurent Carilla, parce que vous allez tous vous abonner sur la chaîne YouTube, parce que sur Sud Radio, on parle vrai. Merci Stéphanie, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec Laurent Carilla, nous évoquons les addictions en tout genre. Et merci de vos témoignages, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans une addiction ou qui vont peut-être y aller. Et grâce à vos témoignages, ça leur permet peut-être de prendre conscience. Et c'est en ça que c'est important d'évoquer ce sujet. Bonjour Max. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour très Max. bien, très bien. Parfait. Donc vous étiez addict aux paris sportifs. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, j'ai commencé un petit peu comme n'importe qui à jouer quand j'étais au collège, lycée. Donc au début, forcément, je jouais en bureau de tabac, des petites sommes plus pour le jeu, pour l'adrénaline. Et au fur et à mesure, quand on grandit, quand on commence à avoir 18 ans, on s'inscrit sur des applications de paris sportifs. Donc à partir de là, j'ai commencé à miser de plus en plus régulièrement. Au début, c'était des petites sommes, c'était 10 € par-ci par-là, ça se voit pas trop, Tant que ça reste dans le raisonnable, c'est pas forcément un problème, sauf que très vite, on se rend compte que c'est un cercle vicieux. Quand on perd, on veut se refaire, on se dit que c'est tellement facile qu'on va se refaire et qu'on veut se refaire. Donc c'est comme ça que ça commence. Quand on gagne, on trouve l'argent tellement facile et on se dit que pourquoi pas recommencer. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux qui n'a pas de limite si on ne se met pas ses propres limites. Oui, et puis tout est fait pour qu'on gagne un tout petit peu, ce qui fait qu'on pense qu'on gagne jamais. Mais c'est fait exprès. On vous fait gagner un tout petit peu, mais c'est des tout petits gains qui laissent à penser qu'on va pouvoir gagner gros puisqu'on a gagné petit. Ouais, complètement. Et en ce moment, il y a une campagne auquelle j'ai participé avec Santé publique France qui s'appelle Parier, c'est pas rien, qui est ciblée sur les paris sportifs et notamment les jeunes. Vous savez que les 18-25 ans 50% des 18-25 ans font des paris. Et avec des pertes catastrophiques. Et c'est comme ce que décrit Max, c'est-à-dire qu'au départ on gagne un peu, après on perd, après on a l'espoir de se refaire, et après on est dans le désespoir en fait. Et c'est vraiment une typique. Et les marketeurs et les opérateurs font rentrer les gens dans ce cercle vicieux en fait. Ouais, complètement. Et puis il
il y a tellement de promos maintenant là-dessus que quand on regarde toutes les équipes de foot, toutes les entreprises qui sont en partenariat avec les applications de paris sportifs, on est lié constamment à ça, même dans les radios, etc. On a beaucoup de pubs sur les sites de paris sportifs. Ouais. C'est ancré dans la société maintenant et ça prend une grosse place. Donc forcément, je pense qu'il y a l'appât du gain qui joue et qui fait que beaucoup tombent dedans, quoi. Complètement. Comme moi, par exemple. Et il y a ce qu'on appelle l'illusion de contrôle, l'illusion d'expertise. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on connaît bien les joueurs de foot, l'équipe qui va jouer, etc., le nombre de matchs gagnés, etc., qu'on va pouvoir prédire le score. Exactement. Et surtout, on ne gagne jamais en prédisant le score. Exactement, parce que le foot, moi je parie sur quand même pas mal de sports, parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de foot, il y a autre chose, la nuit, il y a autre chose quand il n'y a pas de match le week-end. Mais moi, qui regarde énormément le football, je ne gagnais pas pour autant sur le foot, je perdais comme n'importe qui, comme une personne qui ne suit pas, donc ça ne veut rien dire. Exactement. Alors, comment vous avez pris conscience que vous étiez addict ? Quel a été le détonateur, Max ? Quand les sommes ont commencé à devenir trop importantes, quand on passe des 1000 à 10 euros à des 400-500 euros par mois, c'est là qu'on se dit qu'il commence à y avoir un problème, mais forcément des trous dans le compte. Des choses qu'on pourrait s'acheter et qu'on ne fait pas parce qu'on a mis trop d'argent dans ce type d'application. Et forcément, au bout d'un moment, on doit ouvrir les yeux et on doit se rendre compte de la bêtise que c'est, parce que il y a tellement de choses à acheter à côté dans la vie d'aujourd'hui qu'on peut pas se permettre d'avoir de telles dépenses pour quelque chose d'aussi facultatif et d'aussi dangereux. Et vous avez réussi seul Seul, ouais, Sam, c'était ma question. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis auto-exclu de l'application. Donc en fait, il y a une option sur les sites de paris qui ne sont pas mises en valeur, bien sûr, mais qui permettent de s'auto-exclure, soit pour un temps donné, soit définitivement de l'application. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, ça m'a empêché complètement de jouer. Vous avez jamais été tenté d'y retourner, ou bien vous n'avez pas été relancé par justement l'application ? Les opérateurs. En fait, une fois qu'on est exclu sur l'application, on ne peut plus y mettre les pieds, plus du tout. On ne peut même plus y rentrer. Ça met un message automatique en disant qu'on est exclu et qu'on ne peut pas y accéder avant telle date ou définitivement, quoi. D'accord. Et ça a suffi. Vous n'avez pas eu envie de jouer Alors d'aller ailleurs. L'envie ici, bien sûr, ne disparaît pas comme ça, mais en tout cas, ça pose une première limite et ça. En fait, c'est plutôt psychologique. En fait, quand on entame ce genre de démarche, c'est qu'on se dit oui, là quand même, j'ai été un peu loin. J'étais vraiment accro, et c'est là que, comme n'importe quelle dépendance, on doit y mettre un terme. Mais il y a quand même chez vous une capacité, je pense, à avoir réagi qui est. Ouais, il y a une force. Il me semble, la manière dont vous en parlez, on sent qu'il y a eu une vraie prise de conscience qui fait que quelque part, vous n'êtes pas l'addict par excellence, quoi. Après, je l'étais dans le sens où j'étais un vrai joueur compulsif par un moment. Oui, non, mais ça, j'ai fait en sorte de changer, parce que c'est à la portée de tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins forts de caractère, c'est sûr, mais finalement, comme toute addiction, c'est oui, possible. mais vous étiez dans l'addiction aux jeux sportifs, ça c'est sûr. Je suis pas du tout en train de dire le contraire, mais je dis vous n'êtes pas un addict potentiel, sévère, voyez, parce que visiblement vous n'êtes pas tombé dans une autre addiction. D'ailleurs, vous avez eu de la chance de pouvoir vous en sortir seul, avec les méthodes que vous avez utilisées, ces stratégies-là. Mais c'est vrai qu'il y a des différents degrés dans les addictions, et que je pense que vous aviez plutôt un trouble modéré et vous avez réussi à inverser la pente, le sens du vent, et c'est super bien. Et le message que vous faites passer sur l'auto-exclusion de l'appli, c'est important. Ouais, je pense que c'est important pour tous ceux qui écoutent et qui n'en ont pas connaissance. C'est possible. Et même si ça n'empêche pas de jouer, parce que finalement il y a toujours les bureaux de tabac, il y a toujours les autres applications, ça pose une première limite. On n'a pas forcément envie de refaire les démarches pour une autre application, et ça permet vraiment de prendre conscience que quelque chose ne va pas, et qu'il y avait quelque chose à modifier, et qu'on a fait un premier pas vers ça, et donc ce serait bête de tout foutre en l'air pour... Oui, et c'est toujours pareil, c'est en ça que je dis que vous n'êtes pas quelqu'un à tendance addictive, parce que sortir, aller jouer au bureau de tabac, quelqu'un qui est vraiment dans addict, il y va, quoi. Tandis que vous, vous l'aviez sur votre téléphone, vous avez cessé de pouvoir le faire sur votre téléphone, vous avez cessé de le faire. Bien sûr, mais après c'est là que commence vraiment la force de caractère et le mental pour changer, comme toute addiction. Quelqu'un qui va être accro à autre chose, s'il arrive à s'imposer les limites au bon moment, il arrivera à s'en sortir. Moi, je pense que c'est vraiment une question de mental, et de ne pas... Alors, il y a un tournant à prendre, je pense, dans l'addiction, et il faut vraiment prendre le virage au bon moment, et si on ne le prend pas, c'est là que ça devient compliqué, je pense. Ouais. Oui. Et après, il faut se faire aider par des professionnels. Faut-il encore avoir la prise de conscience à temps Complètement. Et vous l'avez. Et visiblement, oui, vous l'avez eu, et tant mieux d'ailleurs. Complètement. Tant mieux, c'est vrai.
Merci de ce témoignage en tout cas, parce Avec que plaisir. C'est un super témoignage. on voit bien quand même qu'on est dans une société de consommation où de toute façon tout est fait pour qu'on claque notre pognon n'importe comment. Et qu'on soit dans l'excès. Et c'est une fois qu'on a mis le doigt dedans, si je puis dire, on a la main pris dans le sac, quoi. Exactement. Voilà, d'où la nécessité de vraiment comprendre et puis peut-être de regarder autour de soi, parce qu'on a tous autour de nous des gens qui sont peut-être à deux doigts d'être dans l'addiction et c'est bien de peut-être les mettre un petit peu en garde. Le dialogue, ouvrir le dialogue. Même si c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Parce que forcément, quand on tombe dans l'addiction, on n'a pas envie de le voir. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas Max. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. Est-ce qu'on peut parler d'addiction à l'amour? Ce sera le Love Conseil du jour avec Laurent Carilla qui évidemment donnera également son éclairage. Et puis on aura Jérôme aussi dans un instant qui va parler de l'addiction aux réseaux sociaux. À tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction à l'amour, Laurent Carilla? Oui. Oui. Bon, on va justement essayer de voir de quoi on parle. Je pense que la passion, puisque c'est plutôt ça qu'on devrait dire que l'amour, c'est vrai que c'est un peu comme une drogue. Quand on est dans la passion amoureuse, on a besoin de voir l'autre, on souffre quand on ne le voit pas. Il y a le manque, donc on est d'accord, on a les signes de l'addiction. Et c'est pour ça que on peut même être complètement avoir le besoin de lui envoyer sans arrêt des SMS. Enfin, c'est quelque chose qui peut réellement entraver, si je puis dire, notre vie et qui peut mettre en danger notre couple. Quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est souvent quelque chose qui peut mettre en danger le couple. Bien sûr, ça s'appelle même cette utilisation de même des messageries sur les réseaux sociaux, etc. Ça s'appelle du micro-cheating. Le micro-cheating, c'est on va cultiver quelque chose avec quelqu'un de manière virtuelle dans un premier temps, et ça peut rester virtuel d'ailleurs. Et c'est comme si on était avec l'autre, vous voyez, mais quand on est trop dans ce micro-cheating, il faut à un moment se poser une question, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin de briller différemment alors que dans mon couple, ça se passe plus ou moins bien ou même plus ou moins mal. Et comme vous dites, c'est cette passion amoureuse. En fait, on a la capacité, nous les êtres humains, de s'adapter à ce nouveau changement de comportement. Et à un moment, la passion amoureuse va un peu s'atténuer, voire un peu disparaître, et on va cultiver autre chose. Dans le couple, il y aura d'autres expressions du sentiment amoureux, de l'acte sexuel, etc. Mais il y en a qui sont plus vulnérables et qui peuvent basculer. Moi, j'appelle ça l'adamour, l'addiction amoureuse, ou la dépendance affective. Mais moi, j'aime pas trop ce mot dépendance affective. Et cet adamour, c'est exactement les 5 C de l'addiction, mais là où le substrat, l'amour nous fait mal, quoi. C'est-à-dire qu'on prend plus de plaisir à être avec l'autre, on prend plus de plaisir dans le manque. Quand on est en manque, on souffre encore plus. Quand on voit l'autre, on souffre quand même. Vous voyez, et cette interdépendance est redoutable en fait. Et il y a des gens qui souffrent de ça avec le sentiment. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le même profil que des gens qui vont être dans l'addiction, quoi. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Alors la passion, ça peut tomber sur tout le monde, mais cette passion qui est donc addictive, je pense qu'elle vient elle peut tomber chez les mêmes personnes qui vont être addictes à une substance. Exactement, parce que une substance ou un autre comportement, ça peut être l'addiction sexuelle, l'addiction au jeu, etc. C'est-à-dire que il y a toutes ces racines de l'arbre, il y a plein de racines vacantes avec plein de nœuds psychiques qui font que c'est l'amour qui comble tout ça, quoi. Et donc cet amour n'a pas la fonction qu'il devrait avoir, c'est-à-dire du plaisir, de l'échange, l'échange verbal, non verbal, charnel, etc. Donc l'amour vient colmater chez les addicts, des brèches psychiques et de la souffrance en fait. Voilà, donc c'était un peu le propos de ce Love Conseil. En effet, on peut être addict à l'amour, mais comme toute addiction, ça fait souffrir. Donc si on est dans une addiction à l'amour, il faut peut-être aussi se faire soigner. Ouais, le travail, il est psychothérapeutique au premier plan. Après, il faut voir s'il n'y a pas d'autre chose en dessous, mais c'est vraiment explorer son histoire. Voilà, donc c'est important de ce Love Conseil, parce que si je sais que vous êtes peut-être quelques-uns là à nous écouter, être dans l'addiction à l'amour, c'est pas normal et il faut pas rester comme ça, parce que ça fait souffrir, et il n'y a pas de raison de souffrir quand on est dans l'amour. Exactement. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour Laurent, bonjour Brigitte. Moi, c'est marrant que vous parliez de ça, un love conseil, parce que ça s'approche de ce que vous expliquez en fait. Allez-y, racontez-nous. Ouais, en fait, moi, je me suis construit, comme je dis, des professionnels dans un monde, oui, qui se rapproche du coup maintenant de l'addiction. En fait, c'est à l'âge de 14 ans, je pense, enfin début Minitel, etc. ou quoi. Et là, tout d'un coup, ça ouvrait des portes en fait sur le monde extérieur, enfin pour moi en tout cas. Oui. Et j'y ai trouvé quelque chose de discuter avec, parce que c'était ce qu'on appelait des réseaux à l'époque, enfin des systèmes de dialogue, de chat, comme on dirait maintenant, et c'est devenu maintenant des sites de rencontres, quoi. Mais à l'époque, c'était discuter, quoi, avec des gens. Et en fait, je me suis plongé dans ce monde virtuel. Oui, complètement. Ouais. Et j'y ai plongé la tête de la première, des bras jusqu'aux jambes. Et en fait, j'y ai trouvé quelque chose qui était nettement plus supportable que ce que je vivais. C'était nettement plus facile, en fait, d'être dans ce monde-là, dans ce monde virtuel, dans ce monde virtuel, et de pouvoir fantasmer. Puis au fur et à mesure de ma construction, en fait, la sexualité est rentrée là-dedans. Et donc de discuter avec des inconnus, le but étant de, entre guillemets, les séduire, d'avoir une espèce de quelque chose de passion et du coup d'avoir un acte virtuel, enfin, ou quoi, avec en parenté beaucoup de masturbation et tout là-dessus. Et de ça, on en sort très difficilement, en fait, parce que ça nous accompagne. Donc, si je comprends bien, vous écoutiez des femmes, vous échangez avec des femmes tout en vous masturbant, c'est ça? Oui, voilà, c'était échanger avec des personnes très précisément, en fait, des personnes avec qui qu'on retrouvait à telle heure, à telle... Enfin, voilà, c'était comme oui, vous aviez l'impression... Vous aviez l'impression finalement d'avoir des relations sociales très riches et très fortes, voilà, alors qu'en fait c'était que du virtuel. Hein. Oui, c'est ça. Et de ça, en fait, mais quand est arrivé le moment d'aller vers le monde réel, et bien là, ça a été très compliqué. Les relations amoureuses ou quoi. Eh bien, c'était, alors tant que c'était passionnel, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, c'était plutôt pas mal parce que je revivais un peu ce que je vivais dans le monde virtuel. Et après, au fur et à mesure, je savais plus quoi en faire de cette relation, quoi. Quand ça commençait à devenir sur quelque chose de plus long terme, de plus sérieux, de plus, enfin voilà, quoi. Et donc là, enfin, j'ai vu quand même pas mal de professionnels sur ça pour faire une thérapie et pour explorer tout ça. Alors il y a eu des choses dans mon enfance, ça certes, quoi, mais c'est vraiment moi, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est se construire dans un monde d'addiction, en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est très compliqué d'en sortir parce que c'est comme si c'était un ennemi fidèle qui nous suivait et qui attend la faille pour réapparaître, quoi, et revenir en fait. C'est important ce que vous dites, Jérôme, parce oui, vous êtes encore très fragilisé parce que justement vous n'avez pas pu vous construire réellement, hein, et donc forcément la tentation est toujours là, quoi. Dès que vous vous sentez pas tout à fait bien, vous avez... C'est ça, c'est-à-dire que parce que j'ai vécu quand même quelques relations et à longue durée, hein, mais c'est vrai que ça, jusqu'à maintenant, là je vis avec quelqu'un depuis 2 ans, ça se passe très bien. C'est alors c'est bizarre parce que ce qui m'a accompagné là dans cette relation, c'est une ex qui a trouvé malin de me créer des faux profils, quoi, pour en fait, par jalousie, je pense, enfin, ou quoi. Et là, en fait, ça m'a re-accompagné dans un autre sens, mais nettement moins sympa, et pour faire voir en fait à la personne avec qui je suis que j'étais toujours là dedans, enfin, dans cette addiction, et que j'en étais toujours pas sorti, quoi. Et du coup, c'était...
Ouais, c'est ça, c'est que quand on se sent fragile, un peu comme vous disiez dans l'addiction à l'amour, quoi. C'est-à-dire quand on sent que ça commence à faire mal, oui, il peut y avoir cette alarme qui s'allume en fait, et de dire mais c'est bien plus facile dans le monde virtuel, quoi. Et tout obstacle en fait est difficile à passer, et du coup ouais c'est compliqué pour s'en sortir, quoi, pour couper vraiment court à ça, quoi. Et est-ce que vous suivez une psychothérapie? Est-ce que vous allez explorer un peu, sans jugement, hein, ce que je vais dire, mais cette immaturité affective? Est-ce que vous allez dans la réalité, hein, est-ce que vous allez est-ce que quelqu'un vous aide pour ça? Est-ce que vous explorez votre histoire personnelle, les nœuds enfouis, etc.? Oui, exactement. Ouais. C'est ça, je l'ai fait jusqu'à l'année dernière, en fait, où il y avait cette exploration. Et parce que en fait, dans mon enfance, j'ai subi des attouchements et un viol, ce qui, n'est pas forcément le ciment de l'addiction. Une bonne construction. Non, mais c'est pas le ciment d'une bonne construction. Bien sûr, Jérôme, que ça peut être un des paramètres qui fait qu'on va tomber dans l'addiction, évidemment. Bien sûr. Ouais. Et c'est, et quand on est très jeune et qu'on construit en fait ça, ce que vous disiez, la maturité, que ce soit sexuelle ou sociale ou amoureuse ou quoi, et bien en fait c'est un peu tronqué en fait quand on arrive à âge parce que maintenant j'ai presque 50 ans, donc j'ai navigué toujours avec ça quand même un peu comme un boulet au pied, quoi, mais on arrive à s'en sortir, mais ça reste toujours quand même quelque chose qui handicape, quoi. C'est fragile. Mais vous en êtes au moins conscient. C'est déjà un atout, ça, parce que vous êtes conscient de votre. Ça pourrit des relations, de belles relations. Hein. On le voit ça avec un peu de recul, quoi. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose de destructeur, quoi. Oui, j'entends bien. Vous sentez bien qu'il y a encore en vous ce petit diable, si je puis dire, hein, pour prendre une image comme ça très concrète. Mais la question toujours la même, Jérôme. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une bonne estime de vous-même? Alors ça c'est c'est compliqué. Hein. Bah oui, mais c'est très compliqué parce qu'on se construit justement en se détestant, quoi. Enfin en se détestant, quoi. Maintenant moins, mais c'est vrai que sur le départ, parce que c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi le nœud de la guerre, quoi. C'est travailler sur votre estime de vous-même parce que de toute façon, c'est ça qui vous donnera de la force. Hein. Oui. Mais vous avez dit que vous avez arrêté votre thérapie l'année dernière, c'est ça? Oui. Et là maintenant, donc vous nagez vous êtes en roue libre, et ça se passe comment finalement après toutes ces années de thérapie? Non, là, ça se passe bien ou quoi. Mais souvent justement, j'attendais aussi la relation qui allait faire que ça allait me sauver, quoi. Et ça, je me suis aperçu que c'était pas du tout la chose à faire et à penser. Et finalement là, après justement la thérapie là, justement ça se passait bien, simplement et sans que justement ça vienne interférer dans la relation ou quoi. Si ça n'avait été qu'une ex sa mère ou quoi, et justement intervienne là-dedans, quoi. Ce qui fait beaucoup de mal puisque justement quand on est en train d'essayer de s'en sortir et qu'on est replongé en fait un peu là-dedans parce que la compagne pense qu'on est toujours là-dedans, c'est compliqué, quoi. Mais voilà, oui, ça fait partie des addictions à prendre en compte. Et en fait, au final, je ne sais trop quoi, parce que c'était pas vraiment de la sexualité que je cherchais, mais des relations sociales, mais de l'émotion. Voilà, oui. C'est affectif, c'est l'addiction amoureuse. Oui, c'est un peu ça, je pense. Oui, mais voyez, c'est bon. On va pas rentrer dans votre histoire, mais on voit bien que quelque part une difficulté à avoir une bonne estime de soi et une difficulté à avoir confiance en soi et confiance dans les autres. Et c'est dangereux, les autres, quand on n'a pas une confiance absolue dans les autres. Et cette confiance absolue qu'on a, on l'a
parce qu'on a eu la chance d'avoir une enfance à peu près normale et donc vous avez forcément des paramètres qui ont fait que c'était pas simple, mais comme je le dis souvent, tout est possible, quoi. C'est-à-dire que vous êtes conscient, vous avez déjà bien travaillé sur vous-même et vous avez encore de belles années pour continuer à avancer sur votre chemin, hein, Jérôme. Oui, non, mais ça, j'en suis conscient que entre guillemets, le meilleur reste à venir, quoi. C'est-à-dire que vous avez déjà fait du chemin. De temps en temps, quand vous êtes un petit peu comme ça, en train de voir que ça va pas bien, regardez derrière vous, et puis vous verrez que vous en avez déjà fait du chemin et que vous pouvez être fier de vous. Ouais, c'est gentil. Hein. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. C'est un super témoignage. Merci Jérôme, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on va se retrouver pour conclure cette émission qui, j'espère, fera bien à tous. À tout de suite. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec nous, psychiatre, spécialiste des addictions, et je rappelle que vous pouvez le retrouver sur son podcast Addiction avec un K, Addiction, saison 2, et donc avec des personnalités qui témoignent, qui ont été eux aussi addicts à des produits. Voilà, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. On va conclure avec Enola. Bonjour. Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Enola. Merci d'être avec nous. C'est votre père qui est addict à l'alcool, je crois. Oui, c'est mon père, effectivement. Mais c'est une addiction qui est très, comment dire, c'est pas une addiction qui est flagrante parce que il a passé des périodes de sa vie où il se disait allez, je me mets au verre, et il passait un mois sans boire du tout. Et puis il a passé des périodes où il disait j'arrête de boire, et il a arrêté de boire du pastis, mais bon, finalement il buvait du rosé pour compenser. Et puis c'est un addict, comment dire, très social, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui boit parce que il fait la fête, c'est quelqu'un qui boit parce qu'il faut faire l'apéro avant de manger, mais finalement, et c'est quelqu'un qui a 71 ans et qui a toujours une bouteille de vin sur la table. Et donc c'est un consommateur excessif alors. Oui, mais c'est intéressant parce que vous parlez de l'addiction conviviale, sociale, qui ça n'existe pas. Qui pour beaucoup de gens n'est pas une addiction, mais comme vous dites, Laurent Carilla, ça n'existe pas. Non, c'est une consommation excessive, non, ce que vous racontez? Oui, c'est une consommation excessive. Il ne se lève pas le matin et il boit parce qu'il tremble. Pardon? Il se lève pas le matin et il boit parce qu'il tremble. Non, c'est pas ça. Ouais. Il boit beaucoup, il boit trop, et je pense pas qu'il pourra passer une vie totale sans boire. Il a 71 ans et il a toujours beaucoup bu. Mais ce n'est pas vécu par lui, ni même par mon entourage. On ne dit pas, tiens, le père de Enola, il est alcoolique. Et les gens qui le voient ne le vivent pas comme un alcoolique. Mais sauf que moi, je sais très bien, j'ai vécu avec lui, que la consommation d'alcool, c'est tous les jours, que c'est à chaque occasion festive qui le permet, et qu'en plus, c'est une consommation... Oui, mais à partir de quelle heure dans la journée commence-t-il à boire? Pour l'apéro, le midi, quoi. Le midi, d'accord. Bon, on peut rappeler les recommandations Santé publique France, là aussi, Brigitte et Nola, c'est-à-dire que les consommations qui ne sont pas à risque, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, avec au moins 2 jours sans consommer. C'est 10 verres par semaine, avec 2 jours sans consommer. Ça, c'est les normes chez les hommes et les femmes de consommation qui ne sont pas à risque. Et lors d'une occasion, c'est pas plus de 4 verres lors de l'occasion. 4 verres standards, j'entends. Oui, dans le même repas. Voilà. Mais donc on est bien au-delà pour mon père. Mais donc il est probablement dans la consommation excessive, et après il faut voir s'il y a des signes d'addiction, c'est autre chose. Voilà. La consommation excessive, ça, il n'y a aucun doute, Enola, on est bien d'accord avec vous. Maintenant, est-ce qu'il souffre de sa consommation excessive? Est-ce qu'il est en manque quand il n'a pas bu? Enfin, vous voyez, c'est ça qu'il faudrait voir. Mais il est
extrêmement irritable. Au niveau physique, il a des désagréments physiques parce que au niveau digestif, son système digestif est complètement flingué au bout d'autant d'alcool dans son corps. Voilà, des troubles de type diarrhétique. On lui a enlevé la vésicule biliaire. Il a une stéatose au niveau du foie. Donc c'est le premier degré de souffrance du foie. On n'en est pas à la cirrhose, mais voilà, il y a quand même. Mais est-ce que quelqu'un le suit par rapport à ça? Par rapport à tout son état de santé physique et psychique? Par rapport à son état de santé physique, nécessairement il est suivi puisqu'il a un petit peu tout qui part en sucette dans son corps à l'âge qu'il a maintenant. Par contre, au niveau psychique, non, il n'a jamais été suivi, il ne voudra jamais être suivi. Ben, vous êtes assez impuissante là, parce que j'ai l'impression que de toute façon, lui retirer l'alcool, c'est pratiquement impossible, visiblement. Oui, en fait, c'est impossible, d'autant que ce n'est pas vécu. Si jamais je lui disais, mais je crois qu'un jour d'ailleurs je le lui ai dit et qu'il m'a regardé avec des yeux ronds, je lui ai dit mais enfin papa t'es alcoolique quoi. Et il m'a regardé avec des yeux ronds et il m'a dit non. Il me dit non, enfin je dis oui je bois, j'aime boire mais bon quand même. Voilà, c'est pas parce que je bois à l'apéro, mais vous voyez, vous m'avez dit la norme qui est une norme non pathologique là, vous l'avez énoncé là tout à l'heure. On est dans, oui, il la dépasse largement. Il est bien au-delà. Oui, mais on est dans la consommation excessive avec des conséquences. Mais il faut voir s'il y a justement ces symptômes d'addiction et qui en font une maladie à part entière. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est que il y a au moins un des médecins qui le suit qui pourrait faire ce diagnostic-là. Oui. Mais pour cela, il faudrait que le médecin en question soit orienté vers ça. Oui, mais je crois. Mon père ait déjà une conscience de. Oui, mais je pense, Sénola, que c'est un peu. Alors, on a avancé dans la société par rapport à l'alcool. On a quand même des lois qui ont changé, mais c'est que d'abord c'est assez récent cette prise de conscience du danger de l'alcool. Et puis ensuite, il y a encore plein de médecins qui sont pas spécialement au courant des problèmes. Oui, c'est vrai, mais bon. Voilà. Ça doit être une question maintenant basique dans les consultations. Toute médecine confondue. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Laurent, c'est que ce qui pourrait dire qu'on est vraiment dans une maladie alcoolique, ce serait que quand l'alcool n'est pas là, il y a des symptômes de manque qui apparaissent. Pas que ça, non, pas forcément. Non, c'est vraiment une perte de contrôle par rapport à l'alcool, un usage compulsif de cet alcool, des envies irrépressibles de boire. Un usage continu, là vous dites qu'il y a un usage continu, mais c'est pas la seule variable, et des conséquences sur sa vie sociale, physique, psychique, quoi. Et s'il y a des signes de manque en plus, c'est encore d'autres critères, si vous voulez. Mais c'est ça qu'il faudrait évaluer. Donc, parce que vous avez 5 millions de buveurs excessifs en France, quand même, avec des stéatoses. La stéatose, c'est la première cause. Stéatose, c'est le foie qui est un peu gras. C'est la première cause des gens qui mangent beaucoup ou qui boivent beaucoup. Donc c'est une première étape. C'est vrai que ça peut évoluer après vers d'autres pathologies comme la cirrhose chez les gens qui consomment énormément d'alcool. Donc oui, voilà, il faudrait clairement, votre papa a une consommation excessive d'alcool. Est-ce qu'il a une maladie addictive? Moi, j'en sais rien, mais c'est ça qu'il faudrait évaluer. Et après, qu'il ait 70 ans ou 50 ans ou 20 ans, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, on peut soigner des gens de 70 ans. Moi, j'en ai dans mes patients. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Mais faut-il encore qu'il puisse l'accepter? Et j'ai l'impression que de toute façon, il veut pas l'entendre. Oui, pour lui, c'est normal. Enfin, il dit pas que. Il pense pas que c'est normal, pas complètement, mais ou sinon il dirait pas de temps en temps qu'il passe un mois à se mettre au vert. Mais quand il passe un mois à se mettre au vert, par exemple, quand il dit ça, on sait très bien, ma mère sait très bien qu'elle va passer un mois infernal. Voilà, qui va être hyper irritable, que ça va être très compliqué. Voilà, bon, mais moi j'ai l'impression qu'il a toujours plus ou moins dans sa vie jugulé le truc pour pas que ça devienne une catastrophe. Il a réussi à avoir. Oui, et c'est en ça, je pense que Laurent Carellia vous dit qu'il n'est pas dans l'addiction, il n'est pas dans l'addiction de l'alcool, même si en effet il boit trop. Ça, on est d'accord. Et c'est sûr que il a 71 ans et il risque d'avoir des problèmes de santé plus vite que quelqu'un qui serait pas dans cette consommation excessive. On n'est pas en train de nier ça, mais on peut pas parler, si vous voulez, d'addiction à l'alcool. Il faudrait que ça soit évalué. Semble-t-il. Faut que ça soit évalué, on le sait pas.
Je ne savais pas qu'il existait une différence entre une consommation excessive d'alcool et la maladie alcoolique. Pour moi, c'était entre guillemets tout noir ou tout blanc, quoi. C'était non, il y a différentes étapes. Ouais. Il y a différentes étapes. Il y a d'abord ce qu'on appelle. Il y a différents épisodes. Le premier, c'est l'usage, c'est je bois un verre avec des amis, etc. La deuxième étape, c'est la consommation excessive, donc avec un peu de déplaisir et un peu de dommage sur la santé. Et l'étape d'après, c'est l'addiction, c'est la maladie, avec que des contraintes, des problèmes et des conséquences négatives, quoi. Bon, écoutez, c'est fort utile pour vous disiez ça parce qu'à mon avis, je ne dois pas être la seule qui n'avait absolument. Oui, bien sûr. Mais dans son cas, il serait peut-être possible de l'aider à réduire un peu sans que ce soit l'obliger à arrêter complètement de boire. Il faudrait une évaluation médicale, en tout cas. Alors peut-être que peut-être que votre mère peut en parler au médecin de votre père. Vous voyez, il y a peut-être un moyen, parce que peut-être qu'il écoutera mieux son médecin que sa famille, comme toujours d'ailleurs. Hein. C'est ça. Parce qu'il n'a pas envie de. Il n'a pas envie de cesser, de boire moins, donc il nie un peu les dangers que ça peut provoquer sur sa santé. Et de toute façon, il y a des bienfaits à réduire sa consommation d'alcool. Donc c'est voilà. C'est la première étape. On va rappeler 41 000 morts par an. 41 000 morts par an à cause de l'alcool. Voilà, donc ça c'est peut-être un chiffre qu'un jour dans une conversation vous pouvez faire passer, Enola. Oui, tout à fait. Mais il y a une perte de maîtrise du jugement aussi par rapport à la. Et quand je vous dis qu'il est irritable, c'est que du coup il n'est plus objectif. C'est clair, certainement. Voilà. Et puis ça fait certainement pas du bien au cerveau non plus l'alcool. Tout à fait. Merci Enola, merci beaucoup Laurent Carilla. C'était un plaisir de vous recevoir durant ces 2 heures. Je crois qu'on a fait passer beaucoup de messages. Et ben voilà, ne soyez pas addict, mais en revanche soyez dans le plaisir. Soyez dans le plaisir. On peut être addict à vous. Ça, si on veut, mais enfin non, ça me ferait pas plaisir qu'on souffre à cause de moi. Ça me ferait pas plaisir, donc je ne veux pas qu'on soit addict à moi. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir demain. On parlera des règles, sujet tabou, avec Christian Jamin. Est-ce qu'on peut faire l'amour durant les règles? Ce sera la réponse demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons